City's breaking down on a camel's back. They just have to go cause they don't know where. So while you feel the streets is the barely to see, you won't get undercounted cause you're standing free. You got a new horizon, it's ephemeral style. A melancholy town where we never smile. And all I wanna hear
is the message beep. My dreams, they gotta kiss me 'cause I don't get sleep, no. Windmill for the land, love forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking falling down. Love forever, love is free, let's talk forever, you and me. Windmill for the land, it's everybody in. Laughing gas, these hazmats, fast cats, none of them look like ass cracks. Ladies, ponies at the track, it's my chocolate attack. Shit, I'm sleeping in harder this year. Yeah, bear revenue harder this year. Watch me as I gravitate. Ha 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 ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight the us. With your sound, you kill it. So don't stop, get it, until you chin and hit it. Watch the way I navigate. Ha 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 ha. Allez, hop, c'est parti, petite musique d'intro, hop, et on se met en jambes. On peut brancher tout ce qu'il faut, et c'est parti. Et hop, top, c'est parti. Il est 18h33. On est ensemble pour 57 minutes. On va finir à l'heure, j'avais dit moins d'une heure, donc on va tenir ça aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire. On va travailler sur le fait de pouvoir travailler des petits exercices pour bosser sa créativité. Donc, ravi de vous retrouver. Et je serai de nouveau accompagné avec Guillaume en facilitation graphique, que vous avez déjà pu voir la dernière fois. Hop, très rapidement, en se présentant, donc je m'appelle Gauthier Loco, je suis facilitateur, je travaille depuis un petit nombre d'années maintenant, tout ce qui vient toucher autour de la créativité, de l'innovation collaborative. Je fais partie d'un collectif merveilleux qui s'appelle Co-Design-It. D'habitude, on travaille des ateliers qui sont en présentiel, et depuis 3 semaines, on a totalement pivoté notre activité pour faire ça en ligne, pour accompagner les institutions, organisations publiques ou privées. Et je suis également cofondateur d'une association éducative qui s'appelle EduVoices, qui est en ce moment en train de bien se bouger les fesses pour travailler tout ce qui tourne autour de la continuité pédagogique. Ravi d'être avec vous de nouveau ce soir pour qu'on puisse ensemble bosser. Vous aurez de nouveau Guillaume Danel, facilitateur graphique qui fait également partie de Co-Design-It, à qui on va rendre visite en fait pendant le webinaire. On va le voir à 2 reprises, au milieu des petits exercices qu'on pourra avoir également à la fin. Donc on se coordonnera avec Guillaume pour pouvoir lui donner la parole, le faire monter sur scène et qu'il puisse partager directement son écran. Et pour petit rappel, le premier webinaire, donc Guillaume avait eu le temps de produire cette capture graphique en live. Donc c'est un tout petit peu retravaillé après, mais on avait déjà toute la plupart du contenu la dernière fois. Donc on avait parlé d'ennui et de créativité, le lien qu'on avait entre les deux, notamment les rapports entre le temps court et le temps long. Ravi de vous avoir à nouveau. Le chat commence déjà bien à se remplir. Et donc, on va y penser tout de suite, mais c'est pour vous. Normalement, vous avez une petite cloche tout en haut à gauche si vous souhaitez couper les notifications de son lorsque le chat s'active un peu trop. Ça peut être vital pour vos oreilles sur l'heure qu'on va passer ensemble en fonction de ceux qui commencent déjà à s'énerver tout de suite sur le chat. Donc, n'hésitez pas à couper la petite cloche pour couper donc du coup les notifications de son, que ça puisse être plus clair.
Hyper important, si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, c'est que vous puissiez vous armer de 4 feuilles de papier et juste d'un crayon. Aujourd'hui, on va bosser 4 exercices pour bosser sa créativité à un niveau personnel, à un niveau individuel, voir justement comment est-ce que vous pouvez la bosser un peu plus au quotidien, que ce soit sur vos besoins personnels ou sur vos besoins professionnels. Et l'idée, c'est que je vous donne des petits trucs et astuces. Et donc ça, c'est des choses que moi, je pratique beaucoup à titre individuel sur les façons de repenser ce que je fais au niveau de mon métier, les sujets que j'ai directement avec mes clients. Mais c'est des choses et des réflexes que j'ai acquis depuis déjà un petit moment et c'est là où je m'éclate aussi pour aider des entrepreneurs, pour aider des enseignants et pouvoir toujours aller chercher le petit pas de côté qui permet d'aller chercher des solutions plus rapidement. La minute de comment est-ce que ça fonctionne cet outil, pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois, vous êtes 50 en ligne, c'est chouette. En haut à droite, vous avez tout simplement un chat. Donc dans le chat, vous pouvez interagir avec les autres participants. Pour ce qui est de poser des questions, vous avez un onglet qui s'appelle questions. Et donc à ce stade, personne n'a posé de questions pour le moment. Je vous invite à poser vos questions qui seront en lien avec les exercices qu'on va pouvoir faire, à pouvoir les poser directement sur cet onglet-là. Et donc, vous aurez aussi la possibilité de faire remonter les questions en votant. Il y a un petit onglet avec une petite flèche qui permet de voter une fois que quelqu'un aura posé des questions pour qu'on puisse les voir de manière plus pratique. Et un sondage, le sondage, écoutez, je vous l'amènerai potentiellement vers la fin. Si j'ai une idée de sondage, là j'ai démarré, la semaine a été bien chargée, j'en avais pas, et on continue quand même. Si un sondage à vous pousser, je vous l'amènerai. Ça, c'est pour les petits détails techniques. Et ravi de vous avoir. On va passer assez rapidement. Est-ce qu'on pourra recevoir ce webinaire en différé? Oui, tout à fait, le replay sera disponible. La dernière fois, on m'a dit, Tébet, tu pourrais quand même parler un peu de ton bouquin. Je vous présente le livre. Je le remets, ça s'appelle Encore un putain de bouquin sur la créativité. Il a eu la bonne idée de sortir en même temps que le coronavirus. C'est un timing absolument parfait pour faire et des relations de presse, une soirée de lancement, etc. Et donc, j'ai décidé de pivoter directement en proposant des webinaires de manière gratuite pour partager ce que j'aime bien autour de la créativité, que ça puisse être utile à plein de gens sur ce temps long, parfois, autour du coronavirus, où on se dit qu'on a peut-être aussi du temps pour soi et aussi peut-être pour travailler sa créativité. Si ça peut aider aujourd'hui, ça sera avec grand plaisir. Et j'insiste aussi par rapport au livre. Guillaume, donc, que vous avez pu voir sur la facilitation graphique, est la personne qui a pu me coacher pour pouvoir réaliser les illustrations. Et donc, un grand merci encore de nouveau à lui. Le livre existe en e-book, donc il est disponible notamment à la FNAC ou Amazon. Ça, c'est à voir en fonction de votre sensibilité à payer vos impôts en France. On y va, on attaque. J'espère que vous êtes prêts de votre côté, que vous êtes armés d'une feuille et d'un crayon. Et on va pouvoir attaquer sur une petite phrase, en fait, sur laquelle je vous laisse un petit peu méditer. Comme mentionné en dessous, ça aurait pu être une citation de Maïté, mais en fait, ce n'est absolument pas le cas. Et il y a une petite faute qui s'est glissée, vous m'en excuserez. Donc, c'est bien la recette seule ne fait pas le plat. La recette seule ne fait pas le plat, ça ne veut absolument rien dire, qu'on se le dise tout de suite. La recette seule ne fait pas le plat. Moi, ce qui m'avait beaucoup motivé sur le fait de produire le livre, le putain de bouquin. C'est ce qui m'énervait, c'est que la plupart des livres que vous retrouvez à la rayon de la FNAC ou même en ligne sur Amazon qui viennent parler de créativité vous proposent uniquement des techniques de créativité. Et moi, c'est ce qui m'énervait le plus possible parce que ce qui est intéressant, c'est pas tant le fait d'avoir une liste de techniques, c'est d'avoir des expérimentations ou des petits exercices qui peuvent être davantage quotidiens et qui permettent plus facilement justement de se projeter dans comment est-ce que je vais manier des idées plus facilement. Comment est-ce que je vais en avoir plus facilement? Comment est-ce que je vais créer les bonnes conditions? Quels sont les points de vue et les postures que l'on va modifier? De la même manière qu'à Noël, on vous offre des livres de recettes que potentiellement vous n'allez pas ouvrir, là, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de trouver des protocoles et des techniques, mais plutôt de se dire quels sont les petits exercices qui vont permettre de se muscler. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de technique de créativité en tant que telle, on va parler d'exercices qui permettent de se muscler. Donc, c'est plus à titre individuel plutôt que pour sauver le monde. Et déjà, on va commencer par se muscler soi-même pour pouvoir avancer tranquillement. La recette seule ne fait pas le plat. Et ce que je vais vous proposer assez rapidement, ça va être de travailler sur des exercices. Le webinaire
d'aujourd'hui, il est décomposé en 3 étapes. La première étape, c'est on va travailler sur le process créatif en 3 minutes, donner une petite base, mais toute simple, mais qui doit vous permettre en fait de mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et derrière, on va bosser sur 4 exercices. Et sur chaque exercice, en fait, on va passer 5 à 6 minutes. Je vais vous le faire en live depuis mon iPad pour que vous puissiez finalement voir comment est-ce que ça se passe de mon côté, mais vous allez pouvoir le reproduire également en même temps. Et on fera un petit focus pour que je vous explique les rituels moi, que je peux avoir pour travailler la créativité au quotidien. Et donc, c'est ni avec un bouquin, mais c'est plutôt dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que ça avance? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que je provoque aussi pour pouvoir plus facilement en fait muscler et maintenir une certaine forme de souplesse? Parce que de la même manière en fait que la souplesse physique, si vous ne faites pas d'étirement, je dirais, cérébral, vous aurez aussi des difficultés à pouvoir trouver des idées. Et on attaque pour parler du process créatif en 3 minutes. Et là-dessus, je vais d'abord retirer un tout petit peu le média et m'adresser à vous. Tout simplement, quand on vient parler de processus créatif, il faut enlever un gros paquet de clichés que vous pouvez avoir sur le fait que les idées elles viennent comme ça, hop, c'est mignon, ça vient from scratch, ça vient depuis une page blanche ou un post-it géant que j'ai toujours à disposition. Le principe de la feuille blanche et que les idées viennent de nulle part, c'est totalement faux. Ce qui est hyper important à comprendre, c'est que la créativité, c'est quelque chose qui a, depuis un moment, déjà été très bien modélisé. On en connaît les différentes étapes. On commence aussi en explorant tout ce qui est à base des neurosciences, à mieux comprendre quel est le fonctionnement, comment est-ce qu'on vient entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit balancer, faire des allers-retours, pour pouvoir venir proposer des idées de manière beaucoup plus simple. Et la créativité, ce n'est pas seulement la capacité à venir proposer quelque chose de nouveau, c'est aussi tout simplement le fait de réussir à poser un problème de manière propre, ensuite proposer des idées et ensuite surtout les manipuler. J'insiste énormément sur ce point. Ça ne sert à rien d'avoir des idées tant que vous ne les transformez pas. Et donc le processus créatif en tant que tel, on le regarde tout de suite sur un modèle que vous retrouvez. Que vous retrouvez autour d'un moyen mémotechnique, c'est le mot soif. Le S pour synthèse, le O pour ouvrir, le I pour investiguer, le F pour fermer, le S de nouveau pour synthétiser. C'est un moyen de le garder en tête de manière très simple. Il y a plein de personnes là-dessus qui vont vous dire oui, on est en train de parler de divergence et de convergence. Oui, lorsqu'on parle d'ouverture et de fermeture, on parle de divergence et de convergence. En fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est juste que les personnes le gardent en tête. Donc, voilà un moyen mémotechnique de le garder. Soif, synthétiser, ouvrir, investiguer et fermer. Synthétiser, en quoi est-ce que c'est important? On vient parler d'un point unique. C'est-à-dire que ça rentre dans votre crâne à partir du moment où vous êtes en capacité de proposer des idées, à partir du moment où vous avez un point de synthèse qui est unique, qui est intelligible, qui est compréhensible, et à partir duquel vous allez pouvoir ouvrir. Si vous essayez de vous poser 15 questions en même temps, vous êtes en incapacité ensuite de proposer des solutions. Et donc, avec un point de synthèse unique, vous êtes ensuite en capacité d'ouvrir. Et donc, quand il s'agit d'ouvrir, derrière, c'est comment est-ce que je vais pouvoir proposer des solutions. Et donc, l'ouverture, c'est quelque chose qui vient après le temps de synthèse, où on va venir proposer. Et ensuite, vous avez un temps d'investigation qui est un temps de recul. Et le temps de recul, en fait, c'est de se dire, OK, mes idées sont à disposition, elles sont devant moi, je vais mettre un peu de distance, un peu de neutralité pour voir comment est-ce qu'elles évoluent, pour voir est-ce que je ne peux pas les retravailler, en combiner, et puis potentiellement en avoir d'autres qui arrivent. Mais amener un petit peu de neutralité pour ensuite plus facilement refermer. Et cette mécanique-là, vous la faites tous les jours sans vous en rendre compte. À titre d'exemple, lorsque vous êtes en train de choisir vos vêtements le matin, vous avez une question qui est comment s'habiller. Vous êtes en train d'ouvrir votre penderie et là, qu'est-ce qui se passe? Hop, on réouvre sa penderie, on ouvre les différentes possibilités de fringues qu'on est en capacité de se mettre aujourd'hui, on met un petit peu de distance et là on se dit, tiens, je ne serais pas idiot non plus d'aller regarder quelle est la météo dehors. Vous regardez la météo de dehors, vous vous dites, merde, il pleut, ça vous aide à trouver un critère également pour pouvoir mieux refermer et mieux choisir. Et vu que je suis confiné en Bretagne et qu'il fait très beau, en ce moment, je sors plutôt en t-shirt ou en pull orange. Il n'y a pas de critique là-dessus, il n'y a pas de ciré d'actualité en ce moment. Donc, en fait, vous faites ça, vous faites de la résolution de problèmes sur le modèle soif, sur des choses qui sont toutes petites, que ce soit votre dîner, que ce soit la façon dont vous vous habillez le matin.
Comme de la même manière, c'est un schéma macro que vous pouvez retrouver sur des recherches scientifiques sur des temps extrêmement longs, où il y a une question principale, où le chercheur va passer énormément de temps à ouvrir, investiguer et refermer par rapport aux hypothèses qu'il va pouvoir retravailler. C'est un schéma qui existe sur du micro et sur du macro, et c'est le schéma principal de tout ce qui va toucher à la résolution de problèmes, et donc à la créativité et son processus. Et on part directement sur des exercices. Je coordonne en même temps avec Guillaume, a priori, tac, c'est OK, on se refera un tout petit point de coordination après peut-être un premier exercice. J'enchaîne. Donc là, je vous demande juste de vous préparer avec une feuille blanche. Je vais repasser sur un partage d'écran de mon côté. Et on va pouvoir avancer. Hop. Toute petite manip. Et j'arrive. Alors, on y arrive. Je vous rassure, il y aura beaucoup moins de bugs techniques. On s'est de nouveau entraîné. Il n'y en a pas eu beaucoup déjà la dernière fois. Et cette fois-ci, ça va dépoter. Et en même temps, c'est généralement sur ces moments-là, quand on annonce un peu trop, que ça ne fonctionne pas. Et donc, bienvenue sur le partage d'écran qui est maintenant à votre disposition. Et on va s'intéresser à un premier point qu'on va appeler le questionnement. Alors là, je vous invite à avoir votre feuille devant vous. Je ne vais pas sortir de l'écran, vous voyez encore. Et normalement, vous allez pouvoir me voir écrire petit à petit. Alors, ça ne zoome pas. J'ai un souci. Alors, je m'excuse, petit souci. Et ben on y est, voilà le bug technique que je vous avais annoncé. Effet Bonaldi, merci beaucoup Jérôme, on est en plein là-dedans. Et bien l'effet Bonaldi, je vais du coup improviser un tout petit point et on va le faire individuellement. Donc voici de nouveau une feuille blanche. Et donc ce sur quoi on va travailler, ça s'appelle le questionnement. Et le questionnement, en fait, ça va être relativement simple. Ceux qui étaient avec nous déjà il y a 2 semaines, on va se recentrer là-dessus. Je suis mort de rire intérieurement de me dire que j'ai fait un effet Bonaldi, c'est assez top. Le questionnement, à quel moment est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant lorsque vous êtes sur une situation initiale, c'est-à-dire que vous vous posez la question de venir questionner une situation. La situation, par exemple, qu'on va prendre ensemble, elle est toute bête, elle va être de se dire comment faire à manger en période de confinement. Donc c'est une situation de se dire, ok, faire à manger pendant une période de confinement. Et on va s'appuyer en fait sur quelque chose qui va être très simple. On va se poser la question de, ok, quelles sont les questions que je me pose? Et donc là, ce qui va être hyper important, c'est le comment faire pour. Comment faire pour, c'est une question qui est neutre. Le comment vient travailler ce qu'on va appeler donc oriente le cerveau vers des moyens. Le verbe faire est un verbe d'action qui est neutre. Et le pour est une préposition qui va forcément amener un verbe à l'infinitif derrière. Et là, pendant 3 minutes, on va se poser la question de quels sont tous les comment faire pour qui nous viennent en tête. Donc faites l'exercice, je vais vous mettre un petit peu de musique de fond. Je démarre avec vous pour que vous puissiez le voir, c'est de se dire, ok, comment faire pour faire plaisir aux enfants? Et donc l'idée, elle est de tout noter. Comment faire pour faire plaisir aux enfants? Comment faire pour... Ok, comment faire pour faire à manger pour 6 personnes? Quelles sont toutes les questions qui se posent pour vous lorsqu'il s'agit de faire à manger en période de confinement? Et donc là, vous pouvez lister les différentes questions qui émergent. Vous les listez toutes. Je vais en faire de même. Je vais poser 2, 3 musiques en fond pour que vous puissiez juste aller un peu plus loin à titre
individuel. Et continuez là-dessus. Comment faire pour faire plaisir aux enfants? Comment faire pour faire à manger pour 6 personnes? Et vous listez les différentes questions qui émergent. Et l'autre, c'est comment faire pour faire à manger quand on n'a plus que des bananes dans son frigo. Admettons, vous notez tout ce qui vous vient en tête. Et comment faire pour faire un repas équilibré? Comment faire pour faire un repas sain? Comment faire pour faire une recette basse calorie? Parce que finalement, on ne se bouge pas tant que ça en période de confinement. Etc., etc., etc. Donc là, vous prenez encore 30 secondes pour tout lister. Et on va revenir sur le principe de cet exercice. C'est un exercice qui paraît assez bête, mais en fait, il est supra-efficace. Alors, relevez le nez de votre feuille, et puis là, on va juste l'analyser. Là, par rapport aux petits exercices que l'on amène, le principe, c'est qu'on va pouvoir les débriefer au maximum pour que vous puissiez en fait comprendre qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ce qui est proposé ici. L'exercice autour du questionnement, il est tout simple. Comme je vous l'ai amené, on essaye de formuler en fait les différentes problématiques que l'on rencontre par rapport à une situation initiale. En quoi est-ce que c'est important? La problématique des personnes qui essayent ou qui ont envie d'être parfois créatifs ou qui démarrent un projet qui ont vraiment de bonnes intentions, c'est que parfois on a beaucoup trop d'intentions. Et donc, lorsque vous essayez de résoudre beaucoup de problématiques, eh bien, tout simplement, vous allez être en incapacité de pouvoir apporter des solutions. Et donc, le premier principe, c'est un principe d'hygiène. Le premier exercice, c'est un exercice d'hygiène, c'est de se dire, plus vous allez visualiser les questions auxquelles vous essayez de répondre, plus ça va ensuite être facile de pouvoir voir celles qui vont avoir de l'importance. Cet exercice, il a une utilité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on pourrait très bien se dire que lorsque je travaille et que je me dis, tiens, faire plaisir aux enfants, est-ce que c'est un objectif qui est d'ordre premier ou est-ce que finalement, je me dis que c'est quelque chose qui est plutôt, qui arrive en deuxième? Et là, en fait, vous retrouvez le processus créatif. Pourquoi? C'est-à-dire que parfois, on confond la question à laquelle on a envie de répondre avec finalement un critère, c'est-à-dire que le fait de faire plaisir aux enfants, c'est peut-être un critère qui va nous aider à refermer. Et donc, quand vous avez des questions qui vous invitent à ouvrir et à proposer et des questions qui vous invitent à refermer à l'intérieur de votre cerveau, et bien lorsque vous êtes en train d'ouvrir et de fermer, vous êtes dans une forme d'immobilisme. Et donc, l'exercice de questionnement, c'est un exercice d'hygiène cognitive pour se poser la question de, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est au premier niveau? Et bien, peut-être que je vais me dire que, OK, le premier truc, c'est d'abord faire à manger, faire un repas équilibré, ça va être ma première préoccupation. Et après, je vais me poser la question de, OK, il faut que ça puisse venir faire plaisir aux enfants. Mais auquel cas, je vais d'abord prendre du temps sur la question principale et ensuite proposer des solutions. Et viendra derrière un temps où je vais me poser la question de qu'est-ce qui fait plaisir aux enfants par rapport aux propositions. Lorsqu'on formule des problématiques, ben généralement, on est aussi en train de s'emprisonner et donc ça empêche la possibilité de faire venir des idées. Donc, hyper important là-dessus comme premier exercice. C'est tout bête, mais en fait, le questionnement, vous pouvez le faire à l'échelle individuelle, mais vous pouvez aussi le faire à l'échelle collective. Moi, je le fais par rapport à tous les projets avec lesquels je rentre. Lorsque vous rencontrez un client, c'est hyper intéressant de lui dire, OK, c'est quoi toutes les problématiques que vous essayez de résoudre? Et vous voyez très rapidement qu'il y en a certaines qui sont davantage de l'ordre du critère que certaines qui sont de l'avantage
de l'ordre en fait du point d'entrée et qu'on essaye vraiment de résoudre, et parce qu'elle est principale. Ça, c'était par rapport au premier exercice. Et je vais revenir sur le média. Hop. Que vous allez voir en plus grand écran. Et donc, le premier principe, premier exercice, c'est du questionnement. Et donc, un problème, vous avez aussi une situation, vous allez avoir plusieurs façons de l'apercevoir, pour ce qui est d'un problème, de le percevoir. Je vous invite, lorsqu'on finit un exercice, à potentiellement amener vos questions sur les côtés. On va être très rapide, on va être sur 7 à 8 minutes par exercice. Et donc l'idée, c'est juste de pouvoir en comprendre la simplicité, voir comment est-ce que vous pouvez les répliquer à votre échelle. Et puis moi, je récupère quelques questions. Et là, on a une question d'Agathe sur, en fait, on fait un vote pondéré seul avec soi-même ou avec une équipe. Alors, sur le questionnement, je ne sais pas si, Agathe, ta question, elle est directement par rapport à l'exercice qu'on vient de faire. On fait un vote pondéré seul avec soi-même ou avec une équipe. Un vote pondéré, on peut le faire seul ou en solo. Lorsqu'on le fait le seul, ça sera de manière très subjective, bien entendu. Si on veut amener de la neutralité, c'est hyper intéressant de faire venir les gens au bon moment pour justement choisir qu'est-ce qui est intéressant. Et du coup, ce qui est aussi intéressant par rapport à l'exercice de questionnement, mon cerveau est en rebond par rapport à ça, c'est de se dire qu'on peut aussi choisir en collectif quelles sont les questions qui sont prioritaires. Et donc, moi, je vous invite parfois à le faire avec, même ne serait-ce qu'en ce moment, peut-être en famille, dire, OK, quelles sont les questions qu'on a vraiment envie de résoudre? Et on ne peut pas tout résoudre en même temps, pour l'explication que je pouvais avoir tout à l'heure. C'est-à-dire que sinon, vous n'allez avoir aucune idée. François qui me pose une question, la différence entre prioritaire et secondaire, elle est subjective. Oui, forcément, on ne peut jamais amener une objectivité à 100% par rapport à ça, mais ce qui est hyper important, du coup, c'est que tu puisses amener un petit peu de neutralité sur qu'est-ce qui est vraiment important, ou pour toi, ou pour ton groupe. Et auquel cas, si c'est dans le groupe, ben, on appellera ça plutôt une forme de subjectivité collective. Et Irène qui nous demande, parfois des équipes arrivent avec des idées et critères et ont du mal à ouvrir. Oui, quel exercice pour entrer en ouverture? Tout simplement, l'exercice numéro 2. Ce sera ma meilleure réponse. Et je regarde, Guillaume, tu me fais signe par texto si tu sens à un moment que c'est intéressant qu'on vienne te voir. Et moi, mon deuxième exercice, c'est relativement simple de nouveau d'aller le faire sur un autre écran. Donc, je vais repartager très rapidement mon écran et on va pouvoir avancer. Hop. Activer le partage d'écran. Et Jérôme Bonaldi s'est un peu calmé. On y est. Et Guillaume, je viendrai te voir un peu plus tard. Le deuxième exercice, vous pouvez reprendre une nouvelle feuille. Et normalement, si je vais encore me retaper un effet Bonaldi, c'est incroyable. Normalement, la feuille est en format paysage. Génial. C'est ma soirée. Alors, je vous invite à la poser sur un format. Et ben voilà. Je vais la reprendre en vertical pour que tout le monde puisse bien voir. Je vous invite à le faire en paysage, donc absolument pas comme moi. On continue dans l'effet Bonaldi, tout va bien, et à faire un petit trait au milieu. Et ça, c'est un exercice sur lequel on vient travailler l'évitement. L'évitement, la situation, à quel moment est-ce que c'est intéressant de venir le faire, de venir le produire? Tout simplement lorsque vous avez un début d'idée. C'est-à-dire que vous avez un élément qui est en train d'émerger, vous avez quelque chose, vous sentez que ça va être intéressant. Je l'ai totalement à l'envers. Je cumule, c'est merveilleux. C'est bon, j'ai vu. Alors, hop. Ne bougez pas. J'adore cette soirée. Et en même temps, personne n'est parti. Donc, merci de tenir par rapport à ces problématiques. Ça m'a totalement retourné.
Donc, le deuxième point, c'est l'évitement. Alors, l'évitement, comment est-ce que ça fonctionne? Vous êtes dans une situation initiale où vous avez un élément qui est déjà quasi existant, en tout cas, vous le pressentez. Vous avez un élément qui est pressenti, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, organiser un événement. Vous allez organiser, et on va se dire ça, une réunion en ligne. Fun, hein, en ce moment. Je pense qu'il y a certaines personnes qui s'en sont tapées des dizaines et des dizaines. Et donc, on va se poser la question, OK, une réunion en ligne, comment est-ce que ça fonctionne? Et là, en fait, on va s'appuyer sur une mécanique qui est relativement facile pour le cerveau. C'est-à-dire qu'on va, à gauche, ici, poser la question de qu'est-ce qui est négatif. Vous allez imaginer le pire. Vous allez imaginer la réunion en ligne la plus nulle possible et vous allez pouvoir lister les différentes caractéristiques. Donc, par exemple, vous pouvez tout de suite noter une réunion en ligne qui est pourrie, c'est quand tout le monde prend la parole en même temps. Et ainsi de suite, vous listez tout ce que vous jugez comme étant négatif. Et vous imaginez quelque chose d'absolument nul, 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 nul. Et vous notez les différents points, les différentes idées qui vous viennent en tête. Donc, allez-y. Notez tout ce qu'il y a de pire dans une réunion. Je remets un petit peu de musique de fond, prends 1 ou 2 minutes là-dessus, et moi je vais continuer aussi à en noter en même temps. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de pire? Une réunion en ligne, c'est quand tout le monde parle en même temps. C'est quand il n'y a pas d'objectif. Une réunion pourrie en ligne, c'est lorsque on va avoir un problème technique. Une réunion en ligne absolument pourrie, c'est quand Jérôme Bonaldi est venu pourrir votre webinaire. Allez-y, mettez-en 4, 5, 6, 7. Vous imaginez vraiment le truc, ça est absolument nul. C'est pourri. C'est-à-dire que, concrètement, ça n'a aucune chance de bien marcher. Vous passez un temps qui est improductif. Tout le monde s'en veut de l'avoir fait. On a perdu du temps. Et donc, une réunion pourrie en ligne, ça dure 2 heures et il n'y a pas d'ordre du jour. C'est pas pourquoi on est venu, il n'y a pas d'objectif. Etc., 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 etc. Et donc là, vous pouvez en noter plusieurs. Je vous récupère. Et donc là, en fait, ce qui est juste hyper intéressant sur cet exercice, c'est que vous allez avoir ici un premier, on va le décomposer en 2 temps. Vous allez avoir un sentiment de purge, c'est-à-dire que quand on imagine le pire, ça fait du bien mentalement. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement extériorisé. Donc il ne s'agit pas d'imaginer seulement, il s'agit de pouvoir le capturer et de l'amener en dehors de soi. Là, ce qui se passe, et c'est le principe, l'exercice ou la technique s'appellerait le brainstorming inversé, mais là, c'est juste expliquer que vous travaillez l'évitement lorsque vous bossez là-dessus, c'est de se dire que vous allez pouvoir prendre une caractéristique prédéfinie, donc par exemple, quand tout le monde parle en même temps, et ensuite, vous allez vous poser la question de comment est-ce que je peux l'amener de l'autre côté. Et là, vous allez avoir un petit truc et astuce, ici, hop, qui va être de se poser la question de, OK, comment faire pour éviter? Comment éviter? Et ce qui se passe, c'est de se dire, vous prenez une indication qui est sur votre gauche, et l'idée, c'est de la transformer en idées qui vont être davantage positives de l'autre côté. Et là, l'exercice prend tout son sens, vous allez le voir tout de suite. C'est-à-dire que, au lieu de se dire à gauche, et quand tout le monde parle en même temps, à droite, le cerveau, vu qu'il est relativement binaire, pourrait dire ben, chacun va parler à son tour. Oui, ça, c'est une réponse mignonne, c'est sympa. Seulement, en fait, on se pose vraiment la question de comment éviter que tout le monde parle en même temps.
Et là, on va potentiellement avoir des nouvelles solutions qui vont émerger. Eh bien, on va parler sur un format de talkie-walkie. On va annoncer son prénom quand on prend la parole. On va dire j'ai terminé quand on a fini sa phrase. On va peut-être avoir un ordre du jour avec qui prend la parole à quel moment. On va peut-être avoir des règles entre nous, etc., etc. Et ce qui est hyper important à voir là-dessus, c'est que lorsqu'on est sur une stratégie d'évitement d'un élément, le cerveau est en capacité de donner plusieurs réponses. On ne cherche pas l'opposé directement, on ne va pas chercher à se dire quand tout le monde parle en même temps, ben on va se dire chacun parle à son tour. Ça serait des principes, donc c'est une réponse qui est binaire. Le principe, c'est de se dire je prends un élément et je vais aller chercher plusieurs réponses, plusieurs solutions à cela. Et donc la petite phrase que vous allez mettre au milieu, c'est comment éviter cet élément. Et ainsi de suite, pouvoir proposer des réponses qui sont positives de l'autre côté. Se dire, tiens, comment éviter d'avoir des problèmes techniques? Et au lieu de faire qu'une seule répétition, comme j'ai pu le faire, vous en faites deux. Vous faites deux répétitions. Ou vous vous dites, OK, on va s'assurer d'avoir une bonne connexion. Et on va avoir, ainsi de suite, plusieurs éléments qui vont nous dire quoi faire à quel moment. Ou peut-être faire une liste des pires choses qui pourraient arriver. Voilà sur ce deuxième exercice par rapport au principe d'évitement. La technique, vous pouvez la retrouver sur une logique qui s'appelle le brainstorming inversé. Et cet exercice, en fait, dans le quotidien, il est intéressant pour pouvoir venir bosser de manière plus fine les éléments avec lesquels vous travaillez. C'est-à-dire que vous avez un élément qui arrive directement auprès de, je sais pas, de votre cellule familiale, vous souhaitez faire une fête, un anniversaire ou autre, vous pouvez imaginer les pires éléments et les prendre un par un pour les retourner de manière positive et amener différents éléments. Pour cadrer un projet, ça fonctionne extrêmement bien, ça va très très vite. Pour pouvoir construire une bonne solution, pour pouvoir construire un produit, ça fonctionne sur chaque élément que vous souhaitez initier. Et en fait, ça s'appuie sur une mécanique cognitive qui est hyper forte, c'est que l'évitement est quelque chose qui amène, lorsque c'est vraiment quelque chose sur lequel que vous souhaitez absolument éviter, il y a un élément et un levier de motivation qui est hyper fort, qui est hyper poussé. Et c'est ce que vous retrouvez en fait tout simplement dans le processus créatif des personnes qui vont être sur du type mafia. Parce que tout simplement, on est directement là-dessus. On est sur le fait de comment éviter de se faire choper par la police, par les juges. Et c'est également les mécaniques entre guillemets créatives que vous allez retrouver en fait aussi à l'échelle de la fraude fiscale. Pour habitude de dire, et vous retrouvez ça dans le bouquin si vous souhaitez approfondir aussi, c'est de se dire que les avocats fiscalistes ont un processus créatif qui se base beaucoup sur l'évitement. On parlera aussi de flexibilité. Donc l'évitement, c'est de se dire j'ai une contrainte qui est sur mon chemin et je souhaite pouvoir la contourner. Et je récupère vos questions que vous pouvez avoir par rapport à cet exercice. Et ensuite, on ira faire un tour pour voir Guillaume. Allez-y. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais commencer à faire monter Guillaume sur scène. Comme ça, on gagnera un peu de temps. N'hésitez pas. Hop. Donc, Guillaume va pouvoir venir te voir. Top. Tu vois? Alors ça, c'est l'évitement. Donc, quand tu le souhaites, pour le partage d'écran. Alors, hop. Je vais couper le lien. Tac. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume est un facilitateur graphique de grand talent, très humble, donc je préfère faire sa description de mon côté. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as pu faire? Je te laisse la parole. Je vais repartir sur d'abord la recette. Voilà, la recette seule ne fait pas le plat, avec
quelquefois des bonnes surprises sur, sur les accidents. Ensuite, sur la soif. Voilà. Excellent. La créativité. J'en avais un autre. Donc, pour illustrer ton modèle, bien retenir le concept. Et ensuite, il y avait. Et puis là, je suis sur l'évitement. L'évitement, voilà, avec une image que tout le monde connaît. Comment on peut éviter le pire? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi comment ça fonctionne de ton côté quand tu travailles, quand tu écoutes ça... Je filtre d'abord. Enfin, j'écoute, je filtre tout ce qui est dit. J'essaie de retenir les idées principales. Et puis ensuite, je pars sur un coup de crayon. Alors, ce format est très rapide. Donc, une fois que je suis parti sur un dessin, je prie pour que Gauthier ne parte pas dans une autre direction. Voilà. Quelquefois, c'est pas tout à fait en lien avec sa conclusion, mais disons que c'est un exercice un peu très, très sportif et un peu risqué. Voilà. Sur le format webinaire. Écoute, merci à toi pour ces temps de risque. Et moi, je me donne encore 20 secondes pour pouvoir vous récupérer ce qui avait été préparé en amont et puis éviter un syndrome Bonaldi des plus puissants. Hop. Et là, on y est dans peu de temps. Ne bougez pas. Ça va amener, est-ce que ça, l'exercice d'après nécessitait un peu plus de préparation. Et on va y être. Et non, ça ne veut pas. Eh bien, écoutez, je vais vous tout refaire en live. Ça va être bien plus authentique, on va se dire ça. Merci Guillaume, on se voit tout à l'heure. Ouais. Hop. Alors, ce qui se passe derrière, c'est sur le troisième exercice qu'on va avoir, qui va être un exercice autour de la déformation. On est sur un exercice autour de la déformation. Hop. L'exercice de la déformation, en quoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant lorsque sur la situation initiale, vous allez avoir un élément qui est central et qui est déjà existant. C'est un élément existant que vous souhaitez pouvoir modifier. Donc l'élément existant que vous pouvez avoir, donc je vais vous le faire rapidement, je vais tricher un petit peu avec mon logiciel, hop, on va bosser là-dessus, vous pouvez le refaire chez vous. Hop. Et là, on va se dire que c'est un vélo à qui il va manquer un petit paquet d'éléments. Je vous invite à dessiner ce qui va ressembler à un vélo au milieu de votre feuille. Et en fait, tout autour, on va commencer à mettre des verbes fonctionnels. Alors ça se rapproche aussi d'une technique qui s'appelle le scamper. Je vous la mets dans le coin. C'est intéressant, mais là, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer plutôt comment est-ce que vous pouvez le rebosser à votre échelle sur des petits exercices. Vous avez un élément qui est existant, et ensuite, vous allez pouvoir mettre des verbes qui sont dits fonctionnels. Qu'est-ce que je vais pouvoir éliminer? Qu'est-ce que je peux ajouter? Comment est-ce que je vais le réduire? Qu'est-ce que je pourrais agrandir? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux modifier?
etc., etc. On cherche à mettre des verbes, j'insiste, fonctionnels tout autour. Donc ça, si vous en avez qui vous viennent en tête, vous laissez les mots et vous pouvez les écrire. En fait, vous êtes en train de construire des mots qui vont vous permettre de guider et de travailler sur la déformation. D'ailleurs, le mot déformé, vous pouvez le mettre. Il est central, en fait, directement sur cet exercice. Et ensuite, une fois que vous avez ces verbes qui sont en place, vous pouvez commencer à vous poser la question et à formuler des propositions. On est sur de la suggestion. Et pour amener de la suggestion, les Anglais nous diraient qu'il faut faire du what if. Et là, on va se poser en bon francophone sur du et si. Et là, je vous invite donc à prendre 1-2 minutes en petit exercice à faire émerger des questions autour de et si. Et donc, en s'appuyant sur les verbes fonctionnels. Et donc là, vous pouvez vous dire, OK, eh ben, qu'est-ce qui vient lorsque je m'arrête sur le fait d'éliminer? Et si on éliminait la selle? Et si on éliminait les roues? Et là, prenez 2 petites minutes en fait pour émerger. Je vais vous guider en même temps pour qu'on puisse essayer tout ça. Et si on rajoutait les petites roues? Et si on ajoutait un moteur? Si on ajoutait une carriole? Et si on réduisait le guidon? Tiens, et si on agrandissait la roue arrière? Et si on agrandissait des freins? Aucune idée, mais on le pose. On pose les idées qui émergent. Et si on commençait à déformer le pédalier en fonction de la chaussure? Et donc, on travaille sur des problématiques pour pouvoir déformer ce qui est existant. Et on met un élément existant au milieu de la table et en fonction des verbes fonctionnels que l'on vient pousser tout autour, on vient amener des suggestions, des propositions de déformation. Ça, c'est un exercice qui est relativement simple à pouvoir refaire à votre échelle. Et c'est super puissant. C'est super puissant parce qu'en fait, là-dessus, vous allez pouvoir très, très, très rapidement amener des suggestions. Alors, n'hésite pas à faire remonter vos questions. Une question de Marie par rapport à cet exercice, sur quoi tu te bases pour écrire les verbes? Tu te bases en fait sur des choses qui sont ultra fonctionnelles et ultra neutres. Là, il faut vraiment se mettre dans une posture très, très type ingénieur, sur une logique de OK, qu'est-ce que j'élimine, qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce que je réduis, une posture qui est vraiment très scientifique, comme si tu étais en fait sur une forme d'expérimentation et de recherche en fait. Qu'est-ce que j'élimine, qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce que je réduis, qu'est-ce que j'agrandis, qu'est-ce que je modifie. On vient travailler la forme, on pourrait travailler la durée. Et en fait, donc ces verbes-là, ils peuvent avoir différents éléments. C'est-à-dire que là, on travaille sur un objet physique qui est un vélo, mais tu pourrais travailler en fait sur des process en entreprise. Ça fonctionne extrêmement bien. Et tu peux travailler en fait sur des présentations. Tu peux travailler sur des projets. Et en fait, cette mécanique-là autour de la déformation, c'est la mécanique qui est la plus utilisée autour de la cuisine. Lorsque vous êtes en train de cuisiner, vous êtes en train de éliminer. Alors, éliminer, parfois c'est un peu plus difficile. Vous êtes en train de rajouter. Vous dites, tiens, je suis en train de réduire tel ingrédient. Tiens, je voudrais agrandir ceci. Je voudrais modifier, je voudrais déformer, je voudrais présenter différemment. Donc, on travaille sur de la déformation permanente. Tous les métiers qui sont dans des métiers de transformation, on va énormément travailler autour de la déformation. Et donc, c'est pour amener des suggestions qui vont être nouvelles sur des processus ou des étapes ou des actes, des gestes qui vont être existants, que ça va être super intéressant d'aller chercher ça. Cette démarche peut aider à la rédaction de cahiers des charges fonctionnels. Et je confirme. Je confirme. C'est-à-dire que le verbe fonctionnel amène une forme de neutralité par rapport à l'objet que tu mets au centre.
Et du coup, ça amène différents filtres sur la façon de voir et de venir proposer en fait différentes pistes d'amélioration continue. C'est un peu l'étoile de la transformation. Alors là, Jérôme, je n'ai pas la référence, si c'est une référence, mais en tout cas, je me le note. Sinon, oui, ça prend la forme d'une étoile. C'est pas obligatoire, mais là, ce qui est hyper intéressant sur l'aspect de l'avoir sur une logique un petit peu de caractéristique ou de mind mapping, c'est justement de pouvoir amener une forme d'égalité entre toutes les suggestions que vous pouvez avoir. C'est-à-dire plus vous travaillez sur une logique qui est verticale et sur une logique de bullet points, en fait, plus vous êtes en train finalement de créer une hiérarchie, parce que le cerveau il est habitué à se dire que ce qui est en haut, c'est ce qui est le plus important. Et donc, c'est plus intéressant d'être dans une logique plutôt heuristique que de liste. On pourrait faire de la déformation sur le thème comment transformer une réunion en ligne, bien sûr. Ça, oui, je pense qu'en ce moment, ça marcherait plutôt pas mal. Cet exercice, pour répondre à ta question, Agathe, c'est un exercice que tu peux mener en groupe à fond, à fond, à fond, à fond. Tous les exercices là, que vous voyez, c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment venir bosser en collectif, et ça sera toujours plus intéressant en collectif par rapport au fait de venir proposer des idées, de rebondir sur les idées des autres. Là, ce que je vous amène, c'est des exercices qui sont hyper intéressants sur une hygiène qui est individuelle, mais elle est également faite sur une hygiène qui peut être collective. Et donc sur de l'exercice collectif. Par contre, ça demande un peu plus de temps de cadrage et de préparation pour être sûr d'embarquer tout le monde, et des règles. Parce que lorsque vous allez être sur du collectif, le fait d'ouvrir, d'investiguer avec un petit peu plus de distance et de fermer, tout en respectant cet ordre chronologique, c'est plus difficile, parce que vous avez des personnes qui sont hyper tentées de descendre dans les sujets aussi. Heuristique, Virginie, les cartes heuristiques, en fait, c'est les mind mapping, c'est le fait ça reprend le principe de ton cerveau, c'est-à-dire que tu vas avoir des associations d'idées qui émergent, des connexions, et donc en fait, la logique d'heuristique, c'est de créer des raccourcis entre différents mots ou pensées, ou thématiques, ou parfois même des images mentales. On vient appeler un heuristique ce qui est un raccourci au niveau du cerveau pour pouvoir aller plus vite. Et donc, en fait, il y a beaucoup de rhétorique qui s'appuie là-dessus. Dans le livre, j'en parle, j'explique autour du mot Bretagne. Il y a beaucoup de mots qui viennent spontanément, qui ne sont pas forcément tous très positifs, mais parce que ça permet au cerveau finalement de faire des raccourcis, parce que le cerveau est relativement feignant. Et Irène, pour te réexpliquer le scamper, c'est l'exercice qu'on vient de faire, mais tu retrouveras ça sur Internet, où je vous pousserai un lien par mail par la suite. Donc ça, je me le note, c'est que le scamper, en fait, c'est tout simplement les mots et les verbes fonctionnels que tu vas retrouver derrière l'acronyme scamper, c'est-à-dire substituer, combiner, amplifier, modifier, magnifier. Put, c'est pour la logique de produit. Après, il y a le E pour éliminer, le R pour renverser. Et donc, c'est l'exercice qu'on vient de faire qui a un principe de déformation. Et on vient parler aussi de principe de technique de concassage. Et j'ai fini sur cet exercice. Et du coup, mon effet Bonaldi de départ va m'amener pas mal de problématiques pour l'exercice de fin. Mais je vais rebondir. Hop. Et on est sur l'exercice 4. Et l'exercice 4, on vient travailler un autre point qui est l'association d'idées. Les points d'avant, on les a vus, le questionnement, que ce soit le questionnement, l'évitement ou la déformation, c'est intéressant sur des situations où vous avez soit une intention, une situation que vous souhaitez résoudre, ça c'est déjà pas mal pour le questionnement, une idée déjà de solution que vous souhaitez améliorer, c'est intéressant par rapport à l'évitement, et la déformation, c'est quand vous avez quelque chose d'existant que vous souhaitez améliorer. Là, l'association d'idées, c'est intéressant lorsque vous partez de pas grand-chose. La situation initiale, c'est j'ai des éléments à disposition, sinon je suis proche d'une situation zéro. Et donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on va explorer et travailler à différents niveaux. Donc, je vais vous faire très rapidement ma présentation qui m'avait pris un petit paquet de temps. Et on y est. Et le principe de l'association d'idées, en fait, ça va être de créer des connexions qui vont être relativement inattendues. Ici, je vais vous faire un ballon de basket. Ici, je vais vous faire une fleur. Donc, vous pouvez reproduire le même schéma à votre domicile. Hop, ici, on va se poser la question, tiens, d'un ordinateur.
Et ici, on pourrait très bien se dire qu'on va mettre une baguette de pain. Des choses qui n'ont pas de sens entre elles, allons-y. Hop, ici, on va parler de secteur automobile. Donc, je vous invite à faire la même chose chez vous, une grille, vous mettez les éléments qui vous passent par la tête. Et ici, tiens, ce que j'ai sous la main, on va parler d'une tasse. Allez. Donc l'exercice ici, il est de se dire, tiens, si je fusionne une fleur et un ballon, qu'est-ce que ça m'amène comme idée? On ne parle pas d'associer, dans le sens associer dans une même image. Tiens, j'ai quelqu'un qui est en train de jouer au basket et c'est génial, en plus, il m'a ramené un bouquet de fleurs. Ok, top, top, c'est vraiment génial. Non, ça, on s'en fout. Ce qui est hyper important, c'est de se dire, si je croise, si je fusionne les deux, qu'est-ce que ça me donne? Et donc, c'est de se dire, ok, et là, je vous fais l'exercice from scratch, c'est de se dire, ok, une fleur et un ballon, qu'est-ce que ça m'amène? Ça veut m'amener, bah tiens, ça va m'amener un ballon qui va être creusé et ça va me permettre de faire un vase. Hop. Tiens, j'ai du pain, une fleur, ok, est-ce que ça peut être intéressant d'avoir, j'ai deux idées qui me viennent, je vais juste mettre ça, je vais faire un pain avec des graines florales. Hop. C'est un nouveau truc pour les bobos parisiens, donc je fais partie, je me mets dans la boucle pour ne vexer personne. Oh tiens, mon autre idée, c'est de se dire qu'on va faire des pains en forme de fleurs et on va s'inspirer en fait des épis. Ok, tiens, l'ordinateur et le ballon, qu'est-ce que ça me donne? Bah, je vais faire une protection d'ordinateur avec des ballons de basket recyclés. Et c'est de se dire, je dois absolument remplir la case. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Et tiens, ballon et secteur automobile, bah, ok, je vais peut-être faire des pneus en ballon qui vont être recyclés. Le pain et l'ordinateur, qu'est-ce que je peux faire? Ok, ben je vais créer en ce moment un service de livraison du pain. Ou alors non, tiens, tout le monde est en confinement, on va créer un site web pour de recettes de pain. Hop, et on continue, on continue, on continue, et on croise au maximum. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire que vous avez une première liste d'ingrédients ici. Donc, ce sont des ingrédients créatifs. Et vous en allez avoir une deuxième ici. Et vous continuez, vous continuez. Vous pouvez avoir des éléments qui sont tangibles, qui vont être physiques. Mais vous pouvez également avoir des éléments qui ne vont pas l'être, qui vont être totalement intangibles. Une logique potentiellement de service, ou même si je vais encore plus loin, on peut travailler sur, ok, tout en bas à gauche, la fierté. Ok, si je croise le sentiment de fierté avec, admettons, c'est peut-être avec des fleurs, ben je vais me dire, ok, je vais créer un prix du meilleur fleuriste. Donc, ça va sûrement déjà exister, mais peut-être que pour le secteur automobile, je vais travailler sur, ok, créer des communautés de fans en fonction des marques de voitures. Hop. Et pas grave si les choses existent déjà, ce qui est hyper important, c'est de croiser et travailler, muscler directement le cerveau au fait de prendre différents éléments et de vouloir absolument les fusionner ou proposer quelque chose de nouveau. J'insiste, donc là, je reprends la main sur l'écran. Je te fais disparaître Guillaume pour activer la présentation. Lorsque vous travaillez, ça on avait vu l'évitement, la déformation c'est un point de départ à 360 degrés de possibilités, donc ça on les guide, et l'association d'idées c'est quand vous avez un univers A et un univers B qui viennent fusionner. C'est une mécanique scientifiquement qu'on va appeler la combinaison sélective. Vous avez A, vous avez B, vous fusionnez, mais ça donne un nouvel univers C. On ne demande pas de mettre une jolie scène où il y a A plus B, on demande à comprendre ce que peut être C. Qu'est-ce que ça va pouvoir créer comme nouvelles idées? Et là-dessus, en fait, les personnes que vous allez retrouver, souvent, bah, ça va être des personnes qui vont faire aussi beaucoup de jeux de mots. Et j'insiste par rapport aux différents exercices qu'on a pu voir ensemble. Quand ils sont tous poussés à l'extrême, on devient relativement chiant. Et c'est pour ça que je vous en ai donné 4 qui sont différents.
Si vous passez votre temps à vouloir retravailler des comment faire pour, vous allez être juste une personne extrêmement chiante qui passe son temps à poser des questions et à redéfinir en permanence le problème. Si vous êtes en permanence en train de travailler sur de l'évitement, vous allez être uniquement dans le fait de vous intéresser au ne pas, le ne pas, le ne pas. Et en fait, c'est quelque chose qui va renforcer, bien que vous souhaitez aussi l'éviter, l'aspect binaire du cerveau. C'est-à-dire que vous allez réfléchir qu'à partir de la feuille noire. Et le risque, c'est que vous soyez super attiré par le côté obscur de la force, entre guillemets. L'aspect 3 sur la déformation, si vous passez votre temps à déformer, le risque, il est que vous soyez en permanence à être cette personne insatisfaite qui repropose le fait d'améliorer ou d'amener une modification supplémentaire. Et sur l'association d'idées, vous allez finir par faire en permanence des choses qui sont en train de flotter, mais ça, c'est une mécanique qui est assez centrale par rapport à tout ce qui est autour de l'innovation. Donc, plus vous la bossez, plus c'est intéressant par rapport aux matières premières, mais si vous ne faites que ça, vous allez aussi avoir des problématiques sur le fait de réussir à vous arrêter, à poser vos idées aussi. Alors, question par rapport au dernier exercice d'Irène, l'association d'idées est obligatoirement de l'analogie forcée. Alors là, on n'est pas sur de l'analogie forcée. L'analogie, c'était si j'ai une situation A que je compare à une situation B qui peut lui être similaire, je vais chez B et je ramène la solution dans A. Là, on fusionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analogie entre mon ballon et ma fleur. Potentiellement, il n'y a rien. Par contre, si j'allais chercher une analogie entre peut-être j'ai une problématique par exemple sur la planche à voile et je vais m'intéresser à comment est-ce que à la forme des tiges ou des feuilles d'une fleur et je m'inspire de cette fleur pour pouvoir repenser ma planche à voile. Là, on travaille sur de l'analogie et là, on pourrait parler d'analogie forcée. Le principe d'analogie forcée, ça demande énormément de travail en amont pour être certain qu'on va chercher les bonnes sources. C'est-à-dire que ça, c'est soit un lien qui va se faire au niveau du cerveau assez rapidement, donc les personnes qui travaillent sur des images et des métaphores, soit en fait c'est quelque chose qui nécessite un peu de documentation en amont pour pouvoir amener une inspiration un peu plus forte et pousser les idées. Vous avez d'autres questions par rapport à l'association d'idées potentiellement? Et je fais gaffe, parce que j'avais dit 19h30, j'ai un peu dépassé. Et après, l'idée, ça sera aussi qu'on puisse retourner voir Guillaume. N'hésitez pas à pousser vos questions. Agathe Berchereau, comment trouver les idées? Je ne comprends pas. Alors, par rapport au dernier exercice, Agathe, sur le fait de trouver des idées, c'est on crée des fusions et on n'est pas forcément, on est dans une exploration qui est relativement libre, on n'est pas forcément sur des idées qui sont utiles. Là, on est sur j'explore. De la même manière que lorsque quelqu'un est en train de faire un jeu de mots, il est en train de faire 3, 4, 5 essais avant de trouver un mot qui va avoir une utilité, qui va potentiellement être drôle. Là, on est sur de l'exploration jusqu'à trouver quelque chose qui va potentiellement être utile et sur lequel tu vas pouvoir rebondir. Et le bonus que j'avais pour vous en exercice numéro 5, c'est ce que je vous invite à faire sur les prochains jours, c'est de pouvoir observer vos réactions aux idées des autres. C'est-à-dire que le premier exercice créatif qui est accessible à chacun, c'est de savoir comment est-ce que vous réagissez aux idées des autres. C'est-à-dire, c'est de se dire, OK, quand quelqu'un me propose une idée, est-ce que je suis en train de comprendre son point de synthèse? Est-ce que je suis en train de réouvrir en permanence? Est-ce que j'amène de la neutralité pour pouvoir amener de la distance et bien voir comment est-ce que je suis en capacité de comprendre l'idée qui est proposée, ou est-ce que je suis aussi potentiellement en train de la refermer? Et pour tenir dans les temps, je m'en excuse, parce que c'est important, je vais mettre une petite pause sur les questions et pouvoir descendre un peu plus sur la troisième partie. Et on ira voir Guillaume ensuite pour pouvoir conclure. Je vais vous parler, moi, des rituels. Je vais prendre 5 petites minutes, en fait, sur les rituels créatifs, moi, que je peux avoir sur mon quotidien et ceux que j'ai intégrés. Et j'en ai 4. J'en ai un premier qui est hyper important, c'est observer sur une logique de déformation, donc de concassage, ce qu'on a pu expérimenter par rapport à l'exercice de déformation. C'est-à-dire, lorsque vous sortez dans la rue, c'est de commencer à imaginer, à regarder, OK, si ce poteau était un peu plus grand, qu'est-ce que ça pourrait modifier? Si je regardais d'un point de vue de mon petit-neveu qui fait à peine 1 mètre, à quoi ressemblerait la rue? À quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler directement? Vous commencez à vous travailler sur de l'imaginaire.
Si on éliminait telle chose lorsqu'on est en train de cuisiner, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est intéressant? Tiens, est-ce que je pourrais pas rajouter quelque chose d'autre? Donc, observer son quotidien sur une logique de déformation. Et ça, c'est une petite mécanique à travailler pour que ce soit plus puissant. Le deuxième point, il est sur le fait de pouvoir prendre des notes librement. J'ai en permanence un carnet à disposition et de plus en plus, je suis en train de passer sur l'usage numérique, c'est-à-dire pouvoir noter toutes les idées qui émergent pour que je puisse ne pas les perdre et les avoir à disposition. Et on en a parlé sur le dernier webinaire autour de l'ennui et de la créativité. C'est pas tant la capture qui est hyper importante, c'est aussi le fait d'après de pouvoir les relire. Le troisième point, la troisième pratique, elle est sur l'alternance de temps libre et de temps court par rapport aussi aux exercices que vous avez pu avoir. Moi, c'est 4 exercices que je fais très souvent, auxquels je suis du coup hyper entraîné. Et le principe, c'est de se dire, OK, parfois je vais me les faire sur un temps de 5-6 minutes par rapport à une problématique qui est déjà identifiée, ou alors tout simplement, je vais les faire sur des situations qui sont sujettes à l'actualité. Donc, je vais prendre des temps courts de 10 minutes où je vais me muscler. Sur le Covid, vous pouvez très bien aller sur tout ce qui tourne autour de l'évitement, c'est assez facile, le ne pas. Il y a plein de choses. Et après, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que j'en profite? Comment est-ce que je vais chercher quelque chose de positif autour de ça? Ça aide également par rapport à de l'accompagnement. Alors, Fanny, tu mettais une question sur l'accompagnement au changement. L'exercice sur l'évitement, il est ultra puissant. Quand les personnes elles commencent à modéliser ce qui ne va pas, ce qu'ils veulent éviter, c'est hyper intéressant pour les aider à trouver des solutions par elles-mêmes. Quand on imagine le pire, il faut le sortir de sa tête, il faut le mettre sur un cahier, et puis ensuite il faut se mettre dans une logique de résolution de problématiques. Et c'est ça qui est hyper intéressant à pouvoir pousser. Et les temps libres, c'est des temps qui vont être beaucoup plus longs, c'est de se dire, parfois je vais me faire un exercice, comme vous avez pu le voir, d'association d'idées, où je vais avoir une trentaine de cases, et je mets juste des éléments qui me passent par la tête, ou que je vais piocher en allant sur le monde, en allant sur différents sites, sur des sites qui vont travailler peut-être un aspect plus artistique, plus culturel, vous picorez des éléments et vous les mettez, et puis vous regardez ce que ça vous donne. Et vous travaillez, ainsi de suite, pour vous exercer. Et le quatrième point, c'est le plus important, c'est que vous êtes à un moment obligé pour bosser votre créativité d'explorer en produisant. C'est-à-dire que la production, le fait de matérialiser une idée, de commencer à la mettre en forme, ça va foncièrement vous amener d'autres questions. Ça va vous amener d'autres questions, d'autres problématiques qui vont se poser devant vous. Et du coup, vous allez aussi avoir une connaissance qui va être accrue, qui va et à la fois vous biaiser par rapport aux problématiques, parce que parfois votre champ va être un petit peu restreint, mais qui va aussi parfois vous amener une nouvelle connaissance qui va réouvrir et poser d'autres problématiques auxquelles il va falloir toujours réactiver une logique créative pour proposer des solutions. Et donc les idées sur le papier ne suffisent pas, c'est hyper important de pouvoir mettre les mains dans le cambouis et de pouvoir avancer. La question de Sandra, est-ce que les temps libres courts se basent sur les 4 exercices présentés ou on en choisit un? Et en fait, ils peuvent tous fonctionner sur du temps libre ou du temps court. C'est intéressant de les amener sur du temps court parce qu'on crée un petit stress au niveau cognitif qui fait que lorsqu'il est perçu positivement, on va aussi mieux s'exercer. Eh bien, on est arrivé sur la toute fin. Et Guillaume, vous pouvez remonter quelques questions. On va aller voir où en est notre cher ami. On va inviter Guillaume sur scène. Vous pouvez repousser quelques questions. Où trouve-t-on mon premier webinaire? Alors, il y avait eu un problème sur Livestorm, donc je vous le repousserai également par un lien. On le trouve sur YouTube. Hop. Hello Guillaume. Hello. Alors, tac. Alors, je te refais revenir sur scène, on va pouvoir regarder. C'est bon, Hop. Et c'est bon pour nous. Ouais, merci. Donc ça, c'était le premier avec tous les verbes que j'ai pu noter aussi des questions des participants. Du prisme alors, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Déformer avec les verbes fonctionnels. Et puis on voit ce que ça donne. Et alors, je me suis surtout fait plaisir sur le dernier. Puisque là,
Je vous ai fait la création du sandwich américain. Alors moi, je suis ch'ti, hein, donc je ne sais pas si tout le monde connaît, mais il fallait quand même y penser, mettre des frites dans du pain. Et là, ils ont dû écouter tes conseils, Gauthier. Excellent. Je ne sais pas de quand ça date, mais voilà. Top, top. Écoute, c'est super, merci. Merci, c'est top. Voilà, voilà. Ouais, il est juste super canon. Je vais compiler tout ça pour faire un tableau complet hein, qu'on transmettra à tout le monde. OK? Top. Bah, écoute, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des choses qui vous viennent en tête. Là, on a terminé un peu plus tard, à 1h10. On a essayé de tenir sur 60 minutes. Moi, je m'excuse du fait qu'on a eu ces petits problèmes techniques. On continue à apprendre et à améliorer. Dans 2 semaines, on repartira, en fait, si vous le souhaitez, toujours, de toute manière, sur un autre webinaire qui sera autour de la posture, autour du feedback. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on améliore ses idées, comment est-ce qu'on travaille la posture personnelle et comment est-ce qu'on va aussi se mettre en capacité de recevoir et de donner plus facilement du feedback sur les idées des autres, parce qu'un des comportements qui permet de mieux bosser la créativité, c'est aussi être en capacité de bien mettre les conditions du feedback pour les personnes à qui vous en donnez, parce que ça vous donne encore plus de liberté pour vous exprimer les idées que vous avez. Et si vous voulez en savoir plus sur le bouquin, je vous pousse le site internet. Hop, il est juste ici. Tac. Hop, en call to action, et je vais remettre un petit peu de musique. On est ravis de vous avoir eu, c'était cool. On le refera peut-être celui-ci, on verra comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'était bien chouette de vous avoir. Ça dure un petit peu plus longtemps. Merci de votre participation à toutes et à tous. Et maintenant, je peux danser, reprendre un verre d'eau. Ça a été sportif. Merci pour vos commentaires. Mais on sera niveau au-dessus la prochaine fois. Jérôme Bonaldi était parmi nous. On aura fait ce webinaire à 3. Canon, Guillaume. Hein, le dernier, il est. Ouais. C'est un délire. Non. Ça fonctionne très bien par rapport à la logique de webcam. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. C'est chouette. N'hésitez pas à pousser des questions là-dessus. Et je prendrai vos questions aussi. Alors, c'est cool. Super question. Hein. Plaisir, Hicham. Merci de ta participation. Merci, Kevin. Ciao. Salut, Brice. Bonne soirée. Bonne soirée, Agnès. À bientôt. Dans 15 jours.
Et je coupe la musique et je vous souhaite une super bonne soirée aux 13 personnes qui sont encore derrière leur écran. Guillaume, grand merci encore. Ciao. Et à très vite. Ciao.